Petite mise en contexte. Tu as probablement déjà donné une consigne en pensant qu'elle était parfaitement claire. Et tu t'es retrouvé avec un résultat totalement inattendu. Aujourd'hui, je te propose 3 astuces pour clarifier les attentes et éviter les malentendus avec des techniques simples mais puissantes. Voici un petit peu de théorie pour se rappeler pourquoi des attentes claires, c'est essentiel. Quand on a des attentes qui sont floues, qui ne sont pas claires, ça risque d'être la porte ouverte à l'interprétation. Donc ça veut dire de la frustration, du désengagement, de la contre-performance. Des attentes claires, qu'est-ce que ça permet? Ça permet une meilleure coordination. Ça veut dire que tout le monde va comprendre sa place dans le projet. Donc à ce moment-là, on a moins de doublons, on a moins de manquements dans les responsabilités, chacun peut organiser son travail en fonction des autres, et puis surtout, les collègues, ils savent quand se consulter, à quel moment ils doivent livrer et avec qui ils peuvent collaborer. Donc imagine si tu lances un nouveau service, ben, tu sais qui va rédiger le contenu, qui va le valider, qui va le publier, à quelle date. La deuxième conséquence positive des attentes claires, c'est la responsabilisation accrue. On sait précisément ce que j'attends de toi. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour toi d'assumer ton rôle et tes résultats. Et quand je sais ce que tu attends de moi, ben moi, je vais connaître ma marge de manœuvre, je vais savoir où je peux agir, je vais me sentir plus compétente, je vais me sentir capable de livrer ce qui est demandé. En gros, je vais pouvoir aussi agir avec autonomie, j'ai pas besoin de micro-gestion quand tout est clair. Donc, on pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui dit: «Tu es responsable de l'accueil des nouveaux». Là, on sent que dans cette phrase-là, il y a beaucoup d'interprétations qui sont très différentes selon la personne qui le reçoit. Par contre, si on précise, tu sais, planifier l'accueil des nouveaux, c'est planifier la première journée, organiser le lunch avec l'équipe, remettre les accès informatifs, mais là, tout de suite, ça devient plus activable et mesurable. Finalement, une troisième conséquence positive, c'est le sentiment accru de sécurité psychologique. Ça peut paraître grand comme mot et en même temps c'est important. Ça veut dire que je peux m'exprimer, je peux poser des questions, je peux prendre des risques sans avoir la crainte d'être jugé ou ridiculisé. Donc, tu sais, quand il y a moins d'ambiguïté, quand il y a moins de zones grises, ben, j'ai pas peur de poser une question idiote parce que, au fond, je sens que je ne serai pas jugée. Ça peut aussi diminuer la peur de mal faire ou de poser trop de questions en dérangeant. Plus c'est clair, moins il y a de questions à poser. Et puis, ça va favoriser les questions utiles, c'est-à-dire que quand c'est très clair, les gens vont avoir des questions beaucoup plus pointues. Donc, ça va être plus facile d'obtenir des précisions plutôt que de partir de quelque chose qui est très confus depuis le départ. Donc, après ça, on peut se demander comment on pourrait formuler des attentes précises. Alors, je te donne un premier élément de réponse, parce que ce qui est important de se rappeler, c'est que clarifier, c'est pas juste dire ce qu'on veut. Clarifier, c'est formuler une demande qui va donner à l'autre tout ce dont il a besoin pour réussir. Ça, pour ça, je te donne une astuce, en fait 5 astuces qui sont les 5 questions de clarté pour structurer ton message. Les 5 questions, tu les connais, tu les utilises au quotidien. Ce qui est important ici, c'est de les utiliser ensemble pour être sûr que, à la fois, tu donnes ces réponses-là dans ton message et que tu peux questionner, on le verra par la suite. Donc, première question à te poser, c'est le qui. Puis, tu connais probablement cette histoire, mais je te la raconte encore une fois. Il y avait un travail important à faire et tout le monde était certain que quelqu'un allait le faire. N'importe qui aurait pu le faire, mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est fâché parce que tout le monde, c'était son travail. Mais tout le monde pensa que n'importe qui pouvait le faire, mais personne ne réalisa que tout le monde ne le ferait pas. Finalement, tout le monde blâma quelqu'un quand personne ne fit ce que n'importe qui aurait pu faire. Donc, l'idée ici, dans le qui, c'est de spécifier un responsable identifié. On veut savoir qui est responsable, qui est concerné. Ça va éviter de diluer la responsabilité et à ce moment-là, on parle du biais du flou collectif, hein. Ça, c'est quand tout le monde est censé faire une tâche, mais que personne s'en sent vraiment responsable. La deuxième question importante à se poser, c'est le quoi. Le quoi, c'est qu'est-ce qu'on attend exactement? Tu peux imaginer quelqu'un qui dit: «Hey, tu peux me faire, le dossier pour ce client?» Puis la personne dit: «Oui». Puis elle pense que tu penses que c'est ça.
Puis finalement, quand tu arrives avec ton dossier, ben, c'est pas du tout le dossier. Donc si tu dis juste le dossier, il faut pas être surpris que ce soit pas le bon qu'on te ramène. Donc ici, c'est de préciser le contenu, de délimiter le périmètre d'action. Là, on ne laisse pas l'autre deviner, on prend pas pour acquis, on lui dit. La troisième question, c'est le quand. On parle ici d'échéance, là. Tu sais, la question où quelqu'un dit: «Hey, tu peux-tu faire cette job-là?» Oui, la personne sait précisément de quoi il s'agit, mais elle ne connaît pas la date et soit elle manque l'échéance, soit elle est trop en avance. Donc ici, là, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir un délai qui est clair pour enlever toute ambiguïté sur les priorités. Si je ne sais pas pour quand est dû ce travail-là, je le mettrai peut-être pas dans les bonnes priorités. Parce que ce qui est urgent pour moi ne l'est peut-être pas pour l'autre, et inversement. La quatrième question, pardon, c'est comment. Comment, c'est est-ce qu'il y a une méthode, ou plutôt quelle est la méthode ou le format attendu? Tu sais, quand quelqu'un dit j'ai besoin d'un rapport pour le sondage client, puis qu'il y a quelqu'un qui te donne en échange un beau document Word de 2 pages, c'est clair, c'est aéré, il y a des belles puces, des titres, etc. Puis que finalement la personne dit mais oui, mais moi je voulais pas ça, je voulais un tableau Excel avec des graphiques. Puis, je sais pas moi, un comparatif chaque mois. La personne ne peut pas le savoir si tu ne lui dis pas. Donc le comment, ça fait vraiment toute la différence. Donc c'est vraiment important de préciser les modalités de réalisation, comment tu veux que ce soit fait. On va éviter les surprises, on va éviter les résultats inutilisables pour ça. Finalement, la dernière question, le pourquoi. Le pourquoi, c'est se poser la question, c'est quoi l'objectif ou le sens derrière la tâche? Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui arrive en disant: «Bah, tiens, j'ai besoin que tu remplisses ce formulaire-là». Puis la personne, elle le remplit. Sauf que quand elle le renvoie, elle dit: «Mais non, fallait pas l'envoyer tout de suite, c'était juste un brouillon pour la direction». On peut pas le savoir si on nous dit pas à quoi ça sert. Donc quand on connaît pas le pourquoi, on va souvent partir dans la mauvaise direction, parce qu'on va aller lui donner notre sens à nous. Donc c'est important de donner du sens à la consigne parce que ça va accroître l'engagement. On le fait pour telle raison. Voici à quoi ça va servir. Donc quand je comprends le pourquoi, ça me permet de prendre de meilleures décisions, puis d'avoir une certaine motivation. Donc en conclusion, ces 5 questions de clarté, ça permet de rendre explicite ce qui est souvent implicite, ce qu'on appelle je prends pour acquis. Ne prends pas pour acquis. Ça, c'est le meilleur des conseils, ne rien prendre pour acquis et toujours se questionner à savoir est-ce que j'ai été assez clair. Je t'amène maintenant dans un autre aspect intéressant qui est la validation de la perception des autres. Tout est perception en fonction de nos filtres, en fonction de notre vécu, notre expérience. Donc même si toi tu crois avoir été super clair, ce que l'autre a compris, ça peut être très différent. Il y a donc une différence entre transmettre, entre dire et faire comprendre. Donc, ici, ce qui est important de se rappeler, c'est que la communication, c'est surtout ce que l'autre va entendre, interpréter et retenir. Peu importe ce que toi t'auras dit, ça dépend de l'autre. Donc ça, évidemment, ça va dépendre du niveau d'expérience de l'autre, de sa charge émotionnelle au moment de l'échange, de comment il se sentait, de ses biais culturels, de ses présupposés, de ses croyances dans la vie, du manque de structure ou de clarté du message. Donc tout ça, c'est dans la perception. Et souvent, il y a ce qu'on appelle en psychologie un biais de transparence. On pense que si c'est clair pour nous, ça l'est pour l'autre. Mais malheureusement, c'est l'effet inverse. Donc voici comment tu vas pouvoir valider la compréhension chez les autres. Je te donne 3 techniques. La première, elle est assez simple, c'est de poser des questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question à laquelle on va répondre par une phrase complète. C'est l'inverse d'une question fermée où on répond très souvent oui, hein. Par exemple, on dit à quelqu'un: «C'est bon, t'as compris?» Puis les gens vont dire oui. C'est très rare que les gens répondent non à cette question-là. Donc une question ouverte, ça va pousser l'autre à forcer à exprimer sa compréhension avec des mots. Donc à ce moment-là, c'est là où tu vas pouvoir voir les zones d'ambiguïté. Donc tu sais, si je demande à quelqu'un après avoir expliqué quelque chose: «C'est quoi que tu retiens, principalement et concrètement dans cette tâche? À quoi tu penses comme première étape?» Donc là, la personne ne peut pas répondre oui ou non, il faut qu'elle se commette, il faut qu'elle s'engage dans quelque chose. La deuxième étape, c'est de demander une reformulation. Donc plutôt que de répéter mon message avec d'autres mots, je vais demander à l'autre de le reformuler.
Donc, à la fin d'une réunion, par exemple, je pourrais très bien demander à quelqu'un comment tu résumerais les grandes lignes de ce que tu dois livrer. À ce moment-là, ça permet à l'autre de réorganiser ses idées, de le répéter dans ses mots probablement, et toi de préciser certaines choses. Finalement, la troisième étape, c'est d'offrir un feedback régulier. Parce qu'on va s'ajuster en continu, hein. Même quand on a une bonne communication, il y a des écarts qui peuvent apparaître en route. Donc le feedback continu, c'est de toujours pouvoir être à côté de la personne, puis pouvoir lui dire: «Oui, ici, on qu'est-ce que tu as compris de ça?» On reprend la formulation, puis on corrige. Si on s'aperçoit que non, ça marche pas: «Ah OK, oui, je comprends que tu compris ça, mais voici où on devait s'en aller». Donc on va corriger, on va ajuster. Donc où est-ce qu'on t'en est dans ce dossier-là? Qu'est-ce qu'il y a à clarifier? Qu'est-ce qu'il y a à ajuster selon toi? Donc ça, c'est vraiment les 3 techniques. Maintenant, je te propose, les pièges dans lesquels il faudrait éviter de tomber. Le premier piège, c'est de surcharger le message ou au contraire d'être trop vague, de ne pas en dire assez. Le risque, c'est que soit l'autre va pas savoir quoi retenir parce que tu en as trop dit, soit il saura pas par où commencer parce que tu es trop vague. L'astuce ici, c'est d'aller à l'essentiel. Utilise tes questions de clarté. Tu es pas obligé de questionner, mais tu peux te questionner toi. À ce moment-là, quand tu te questionnes sur: «Est-ce que j'ai bien dit le qui, le quoi, le quand, le comment, le pourquoi?» Mon impact, c'est que j'ai un message qui est beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux compris et donc un message qui est mieux exécuté. Le piège numéro 2, c'est de croire que ce qui est clair pour moi l'est aussi pour l'autre. On l'a vu tantôt, hein, c'est le biais de transparence. Le risque ici, c'est qu'il y ait des erreurs d'interprétation puis de la frustration des 2 bords, hein. Si je t'ai demandé quelque chose pensant que c'était logique et que tu me donnes l'inverse, ça va être vraiment différent et frustrant pour moi et inversement pour toi, tu auras travaillé pour rien. L'astuce, c'est encore une fois de rendre explicite ce que tu crois évident. Tu peux te le demander à voix haute, là. Qu'est-ce qui pour moi est évident dans ce que je suis en train d'expliquer et que j'oublie d'expliquer? L'impact, c'est que tu vas avoir une équipe qui va être alignée dans les moindres détails. Pour conclure, en bref, la différence entre dire et faire comprendre est importante. On se rappelle que la communication, c'est surtout ce que l'autre entend, interprète et retient. Et je t'invite à garder en tête l'intention positive. Quelle est l'intention que tu poses quand tu poses une consigne, quand tu poses une directive? Par exemple, je veux être clair, je veux collaborer, je suis responsable de la compréhension de l'autre, je veux être efficace. Garde cette intention à l'intérieur de toi. Garde aussi les 5 questions de clarté, soit à poser à l'autre ou à répondre quand tu essayes de formuler ton message. Et puis, évidemment, valide les perceptions avec l'autre. Pour aujourd'hui, je t'invite à tester quelque chose. Choisis une situation où tu vas pouvoir reformuler une de tes attentes avec les 5 questions. Finalement, n'oublie pas qu'une équipe qui se comprend bien, c'est une équipe qui avance mieux et plus vite.